Depuis plusieurs années, la politique américaine évolue dans un climat de polarisation extrême, mais rarement une séquence institutionnelle aura concentré autant de tensions juridiques, politiques et géopolitiques en un laps de temps aussi court que celle observée autour du cercle rapproché de Donald Trump. Ce qui se joue aujourd'hui ne relève pas d'un simple affrontement partisan, ni d'un scandale médiatique de plus. Il s'agit d'un moment de bascule où les mécanismes profonds de l'état de droit américain entrent en collision avec une structure de pouvoir politique fondée sur la loyauté personnelle, la communication de masse et la confrontation permanente avec les institutions. Le point central de cette crise n'est pas la figure de Donald Trump prise isolément, mais l'écosystème qui s'est progressivement construit autour de lui. Conseillers politiques, avocats, intermédiaires financiers, donateurs et anciens responsables administratifs ont formé, au fil des années, un réseau dense dont la fonction principale n'était plus seulement de soutenir une ligne politique, mais de protéger un centre de gravité du pouvoir contre toute forme de contrainte institutionnelle. Lorsque la justice fédérale commence à s'intéresser non plus à des actes individuels, mais à la coordination de cet ensemble, le conflit change de nature. Il devient structurel. Dans l'histoire récente des États-Unis, les institutions judiciaires ont presque toujours procédé par individualisation des responsabilités. Une personne, un dossier, une audience. Or, le tournant actuel repose sur une logique différente, celle de la préservation du processus démocratique lui-même. En traitant un réseau d'influence comme un facteur de risque pour l'intégrité de la procédure judiciaire, l'appareil institutionnel américain envoie un signal extrêmement fort, non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi à l'étranger. Il affirme que la puissance politique, même lorsqu'elle s'appuie sur un soutien populaire significatif, ne peut se substituer durablement aux règles qui organisent la séparation des pouvoirs. Cette dynamique intervient dans un contexte géopolitique déjà fragilisé. Les alliés traditionnels des États-Unis observent avec inquiétude l'instabilité interne de la première puissance mondiale, car celle-ci a des répercussions directes sur la crédibilité de ses engagements internationaux. Lorsqu'un système politique donne l'image d'un affrontement permanent entre institutions, la capacité de projection diplomatique et stratégique s'en trouve affaiblie. Les adversaires géopolitiques, quant à eux, analysent ces fractures comme des opportunités potentielles, que ce soit sur le plan informationnel, économique ou sécuritaire. Il est donc essentiel de comprendre que cette crise ne se limite pas à une querelle judiciaire ou à une bataille de communication. Elle s'inscrit dans une transformation plus large du rapport entre le pouvoir exécutif et l'état de droit. Le recours répété à la rhétorique de la persécution, la mise en cause directe des juges et des agences fédérales, ainsi que la pression exercée sur les témoins et les intermédiaires, traduisent une logique de confrontation où la procédure est perçue comme un obstacle à neutraliser et non comme un cadre à respecter. À ce stade, le véritable enjeu n'est pas encore la sanction finale, mais l'accélération du temps institutionnel. Là où la stratégie politique reposait historiquement sur le retard, la dilution et l'épuisement des contre-pouvoirs, le déclenchement de mécanismes procéduraux d'urgence modifie radicalement l'équation. Le calendrier cesse d'être un allié et devient une contrainte. Cette bascule temporelle est déterminante, car elle transforme une crise latente en une séquence irréversible où chaque action, chaque déclaration publique, chaque document produit renforce le dossier au lieu de l'affaiblir. C'est dans cette perspective que s'ouvre une phase nouvelle de la vie politique américaine, marquée par la convergence entre le droit, la sécurité institutionnelle et la perception internationale de la stabilité démocratique des États-Unis. Ce qui était autrefois traité comme du bruit politique devient désormais une question de procédure. Et dans les systèmes démocratiques avancés, la procédure est souvent plus décisive que le discours. La montée en puissance de cette séquence procédurale ne peut être comprise sans analyser la manière dont les institutions américaines ont historiquement réagi face aux crises politiques majeures. Le système constitutionnel des États-Unis est conçu pour être lent, fragmenté et résistant aux emballements émotionnels. Cette lenteur n'est pas une faiblesse, mais une protection. Or, lorsque ce système active des mécanismes d'urgence, cela signifie que le seuil de tolérance institutionnelle a été franchi. Ce seuil n'est pas politique, il est fonctionnel. Il est atteint lorsque le maintien du statu quo devient plus dangereux que l'accélération du processus. Dans le cas présent, les signaux qui ont déclenché cette réaction sont multiples et convergents. Des changements soudains de représentation juridique, des déclarations publiques parfaitement synchronisées entre acteurs prétendument indépendants, des flux financiers difficiles à interpréter dans un cadre strictement légal, ainsi que l'apparition de coopérations judiciaires dans un laps de temps très resserré ont créé un faisceau d'indices suffisamment cohérent pour alerter les autorités judiciaires. À ce niveau, il ne s'agit plus d'intuition ou de soupçon, mais d'une logique de prévention institutionnelle. Le droit n'attend pas toujours la certitude absolue pour agir. Il agit parfois pour empêcher que le processus ne soit altéré de manière irréversible. Cette logique est fondamentale pour comprendre la portée géopolitique de l'événement. Les États-Unis ont longtemps projeté l'image d'un système capable d'absorber des chocs politiques sans remise en cause de ses fondements. Lorsque ce même système reconnaît publiquement que certaines dynamiques internes menacent son intégrité procédurale, cela envoie un message ambigu au reste du monde. D'un côté, cela peut être perçu comme une fragilité. De l'autre, c'est aussi une démonstration de résilience, car peu de puissances acceptent de mettre leurs propres élites sous contraintes juridiques au nom de la stabilité institutionnelle. Sur le plan intérieur, cette évolution accentue les lignes de fracture existantes. Une partie de l'opinion publique interprète l'action judiciaire comme une tentative de neutralisation politique,
tandis qu'une autre y voit au contraire la preuve que l'état de droit fonctionne encore malgré les pressions. Cette divergence de perception n'est pas anodine. Elle conditionne la capacité du pays à traverser la crise sans basculer dans une délégitimation durable de ses institutions. Plus la procédure avance, plus la question centrale devient celle de la confiance collective dans les règles du jeu, indépendamment de l'identité des acteurs concernés. Parallèlement, la réaction du leadership politique directement visé par ces développements joue un rôle crucial dans l'escalade ou l'apaisement de la situation. Une rhétorique fondée sur la confrontation permanente, l'accusation de complot et la mise en cause personnelle des juges et des agents de l'État tend à produire un effet paradoxal. À court terme, elle consolide une base militante convaincue d'une injustice systémique. À moyen terme, elle renforce cependant le dossier institutionnel en documentant une attitude perçue comme incompatible avec la stabilité procédurale. Chaque déclaration devient alors un élément du contexte, et parfois un élément de preuve indirecte. Dans l'arène internationale, les partenaires stratégiques des États-Unis observent cette séquence avec une attention extrême. Les marchés financiers, les alliances militaires et les négociations diplomatiques reposent toutes sur une hypothèse implicite de continuité institutionnelle. Lorsque cette continuité semble menacée, même temporairement, les calculs géopolitiques s'ajustent. Certains États renforcent leur autonomie stratégique, d'autres testent les lignes rouges américaines, convaincus que l'énergie politique de Washington est absorbée par ses propres conflits internes. Ce qui rend cette période particulièrement sensible, c'est la convergence de plusieurs temporalités. La temporalité judiciaire, qui s'accélère. La temporalité politique, rythmée par les échéances électorales et les rapports de force partisans. Et la temporalité géopolitique, beaucoup plus lente mais implacable, où chaque signe d'instabilité interne peut produire des effets durables sur la scène mondiale. Lorsque ces trois rythmes entrent en résonance, le risque systémique augmente. Ainsi, la crise actuelle ne doit pas être analysée uniquement comme un épisode de plus dans la trajectoire politique de Donald Trump. Elle constitue un test grandeur nature pour la capacité des États-Unis à faire respecter leurs propres règles dans un contexte de polarisation extrême, sans provoquer une rupture irréversible du contrat démocratique. La suite dépendra moins des déclarations spectaculaires que de la manière dont les institutions, étape après étape, maintiendront la primauté de la procédure sur la passion politique. À mesure que la procédure avance, une transformation silencieuse mais décisive s'opère au cœur du système politique américain. Ce changement ne se mesure pas uniquement à travers les décisions officielles ou les communiqués judiciaires, mais dans les comportements individuels des acteurs qui gravitent autour du centre de pouvoir. Lorsque la perception du risque évolue, la loyauté cesse d'être une valeur absolue et devient une variable stratégique. C'est précisément dans ces moments que les équilibres internes se brisent, non sous l'effet d'un choc frontal, mais par une série de micro-décisions prises dans l'ombre. Le phénomène des défections progressives est un indicateur clé de cette phase. Dans les systèmes politiques fortement personnalisés, la cohésion repose moins sur l'adhésion idéologique que sur la croyance en l'invulnérabilité du leader. Lorsque cette croyance se fissure, les calculs individuels changent rapidement. Les conseillers cherchent à se protéger juridiquement, les donateurs réévaluent le coût réputationnel de leur soutien, et les responsables politiques anticipent les conséquences électorales d'une association prolongée avec une figure devenue juridiquement et institutionnellement risquée. Ce mouvement n'est pas spectaculaire, mais il est profondément corrosif pour toute structure de pouvoir centralisée. D'un point de vue strictement institutionnel, cette dynamique renforce la capacité d'action des autorités judiciaires et de contrôle. Plus les acteurs périphériques coopèrent, volontairement ou sous contrainte, plus le système d'information s'enrichit. Le droit fonctionne alors par accumulation. Des documents, des métadonnées, des calendriers, des échanges numériques et des flux financiers forment une trame cohérente qui réduit progressivement l'espace du déni plausible. À ce stade, la question n'est plus de savoir si une narration politique alternative peut survivre médiatiquement, mais si elle peut résister à l'épreuve du dossier constitué. Sur le plan géopolitique, cette phase de fragilisation interne a des effets indirects mais tangibles. Les alliés des États-Unis, en particulier en Europe et en Asie orientale, s'interrogent sur la fiabilité à moyen terme des engagements américains. La stabilité d'un partenaire ne se mesure pas uniquement à sa puissance militaire ou économique, mais à la prévisibilité de ses processus décisionnels. Lorsque ces processus sont perturbés par des crises internes majeures, la tentation de diversifier les alliances et de renforcer des cadres multilatéraux alternatifs s'accroît. Dans le même temps, les puissances concurrentes observent avec attention la manière dont l'État américain gère cette crise. Une réponse perçue comme strictement procédurale, disciplinée et respectueuse des normes juridiques peut renforcer, paradoxalement, la crédibilité du modèle démocratique américain. À l'inverse, une dérive vers la personnalisation excessive du conflit ou l'usage de la coercition politique affaiblirait durablement l'image des États-Unis comme référence institutionnelle. C'est pourquoi la maîtrise du langage, du tempo et des symboles revêt une importance stratégique. La réaction du leader au centre de la tourmente reste toutefois un facteur d'incertitude majeure. Face à la contraction de son cercle de soutien, la tentation de l'escalade rhétorique est forte. Cette escalade répond à une logique émotionnelle et politique compréhensible, mais elle se heurte à une réalité institutionnelle implacable. Dans un cadre procédural renforcé, l'excès de communication devient handicap.
Chaque prise de parole est archivée, contextualisée et susceptible d'être interprétée comme une tentative d'influence ou d'intimidation. Le discours, autrefois outil de domination politique, se transforme alors en source de vulnérabilité. Cette inversion du rapport de force entre parole et procédure est l'un des aspects les plus significatifs de la séquence actuelle. Elle illustre une limite structurelle des stratégies politiques fondées sur la confrontation permanente. Tant que le conflit reste symbolique, l'agressivité peut être un levier de mobilisation. Dès lors qu'il devient juridique, elle perd son efficacité et produit des effets contre-productifs. Le système, conçu pour résister à la pression, tend à se rigidifier face aux tentatives de contournement. À ce stade, l'enjeu dépasse largement le sort individuel d'un dirigeant. Il concerne la capacité d'une démocratie avancée à absorber une crise de leadership sans basculer dans l'instabilité chronique. La manière dont les institutions gèrent la transition entre la sphère politique et la sphère judiciaire constitue un test de maturité démocratique observé bien au-delà des frontières américaines. Chaque décision, chaque délai, chaque mot compte, car il participe à la construction d'un précédent. La suite de cette séquence dépendra donc de l'équilibre entre deux forces opposées. D'un côté, la logique de la personnalisation, du conflit et de la mobilisation émotionnelle. De l'autre, la logique institutionnelle, fondée sur la preuve, la procédure et le temps long. C'est dans la confrontation entre ces deux logiques que se jouera la phase suivante de la crise, avec des conséquences potentiellement durables pour l'ordre politique américain et pour l'équilibre géopolitique global. À mesure que cette confrontation entre logique politique et logique institutionnelle s'intensifie, une autre dimension apparaît avec davantage de clarté, celle de la sécurité intérieure et de la stabilité sociale. Lorsque le discours politique adopte un ton de plus en plus conflictuel, les autorités ne peuvent plus se contenter d'une lecture abstraite des risques. L'histoire récente des États-Unis a profondément marqué les agences de sécurité, qui considèrent désormais la possibilité d'un passage de la rhétorique à l'action comme un scénario opérationnel, et non comme une hypothèse théorique. Cette prise en compte modifie le cadre dans lequel se déroulent les procédures judiciaires et politiques. Dans ce contexte, le renforcement visible des dispositifs de sécurité autour des institutions fédérales ne doit pas être interprété comme un signe de faiblesse, mais comme une mesure de prévention. Les États modernes apprennent souvent dans la douleur que la sous-estimation des signaux de radicalisation peut avoir des conséquences irréversibles. La protection des magistrats, des agents publics et des bâtiments symboliques devient alors un impératif stratégique. Cette militarisation relative de l'espace institutionnel a toutefois un coût politique, car elle alimente le sentiment de crise permanente et renforce la perception d'un pays sous tension. Sur le plan juridique, cette dimension sécuritaire interagit directement avec la procédure. Lorsque les autorités estiment que certaines prises de parole ou certains comportements peuvent être interprétés comme des tentatives d'intimidation, la frontière entre communication politique et risque pour l'ordre public devient floue. Dans un tel climat, le système judiciaire tend à adopter une posture plus rigoureuse, non par esprit de revanche, mais par nécessité fonctionnelle. La priorité devient la protection du processus, condition préalable à toute décision légitime. Cette évolution a également des répercussions profondes au sein du champ politique. Les responsables élus se retrouvent face à un dilemme stratégique. Continuer à soutenir sans réserve un leadership contesté expose à un risque juridique et réputationnel croissant. Prendre ses distances, en revanche, peut être perçu comme une trahison par une base électorale mobilisée par le sentiment d'assiègement. Cette tension explique la multiplication des silences calculés, des déclarations ambiguës et des repositionnements progressifs. Le langage politique se fait plus prudent, moins affirmatif, traduisant une phase d'attente anxieuse. À l'échelle internationale, cette atmosphère de nervosité institutionnelle est scrutée avec attention. Les alliés militaires s'interrogent sur la continuité des chaînes de commandement et sur la capacité de décision en cas de crise majeure. Les partenaires économiques évaluent l'impact potentiel de l'instabilité politique sur les politiques commerciales et monétaires. Dans un monde marqué par des rivalités stratégiques accrues, toute perception de vacillement interne peut être exploitée, même symboliquement, par des acteurs cherchant à tester la solidité du leadership américain. Il convient toutefois de souligner que cette phase révèle aussi une caractéristique fondamentale des démocraties solides: leur capacité à rendre visibles leurs propres tensions sans pour autant s'effondrer. Contrairement aux régimes autoritaires, où les crises sont souvent dissimulées jusqu'à l'implosion, les systèmes démocratiques exposent leurs conflits au grand jour. Cette transparence forcée peut donner l'impression du chaos, mais elle constitue aussi un mécanisme d'autorégulation. Le débat public, même conflictuel, participe à la recomposition des équilibres. Dans cette perspective, la séquence actuelle agit comme un révélateur. Elle met en lumière les limites d'un mode de gouvernance fondé sur la personnalisation extrême du pouvoir et sur la mise en cause permanente des contre-pouvoirs. Elle révèle également la résilience relative des institutions, capables de réagir lorsqu'elles perçoivent une menace existentielle pour leur fonctionnement. Le choc entre ces deux réalités produit une instabilité transitoire, mais aussi une possibilité de réajustement structurel. La question centrale devient alors celle de l'après. Que reste-t-il d'un mouvement politique lorsque son leader est absorbé par une bataille institutionnelle prolongée? Comment une formation politique peut-elle se réorganiser lorsque la figure dominante cesse d'être un atout électoral évident?
Ces interrogations traversent désormais les cercles de pouvoir et alimentent des scénarios de transition plus ou moins explicites. Derrière les discours de façade, une recomposition silencieuse est en cours. Ainsi, la crise actuelle ne doit pas être comprise uniquement comme une période de turbulence, mais comme un moment de clarification. Les règles du jeu, longtemps contestées, s'imposent à nouveau par la force de la procédure. Cette réaffirmation ne se fait pas sans heurts, ni sans coups politiques et sociaux. Mais elle constitue une étape nécessaire pour déterminer si le système américain est encore capable de se régénérer face à des défis internes d'une ampleur exceptionnelle. À ce stade de la séquence, une certitude s'impose progressivement dans les cercles institutionnels comme dans les chancelleries étrangères. La crise en cours n'est plus réversible par de simples ajustements politiques ou médiatiques. Elle est entrée dans une phase où les mécanismes automatiques de l'état de droit prennent le relais des arbitrages informels. Cette transition est cruciale, car elle marque la fin d'une période durant laquelle l'incertitude pouvait encore être exploitée comme une ressource stratégique. Désormais, ce sont les délais procéduraux, les obligations légales et les chaînes de responsabilité qui structurent le champ des possibles. Dans ce contexte, le rôle des institutions de contrôle et de surveillance devient central. Leur action n'est pas spectaculaire, mais elle est cumulative. Chaque demande de conservation de documents, chaque audition, chaque vérification de flux financiers réduit l'espace de manœuvre politique. Cette accumulation crée un effet de cliquet. Une fois enclenchée, la mécanique ne revient pas en arrière. C'est précisément ce caractère irréversible qui inquiète profondément les acteurs autrefois convaincus que le temps et le bruit médiatique finiraient par dissoudre toute menace. Sur le plan géopolitique, cette rigidification procédurale produit des effets contrastés. D'un côté, elle peut rassurer certains partenaires internationaux en démontrant que les États-Unis disposent encore de garde-fous capables de contenir les dérives internes. De l'autre, elle révèle une fragilité structurelle, celle d'un système politique capable de fonctionner normalement uniquement lorsque ses règles sont respectées par l'ensemble des acteurs. Lorsque ce consensus minimal disparaît, le coût de la restauration de l'ordre institutionnel devient élevé, tant sur le plan politique que symbolique. Cette phase met également en lumière la manière dont les crises internes américaines sont désormais intégrées dans les calculs stratégiques globaux. Les grandes puissances ne se contentent plus d'observer passivement les soubresauts de la politique intérieure américaine. Elles les analysent comme des variables susceptibles d'influencer la cohérence des alliances, la constance des engagements militaires et la stabilité des marchés internationaux. Dans un monde interconnecté, l'instabilité politique d'un acteur central se propage bien au-delà de ses frontières. À l'intérieur même du système politique américain, les effets de cette séquence commencent à se faire sentir de manière plus concrète. Les agendas législatifs se figent, les priorités se brouillent et les luttes internes prennent le pas sur la production de politiques publiques cohérentes. La paralysie institutionnelle n'est pas totale, mais elle est perceptible. Elle alimente un sentiment de fatigue démocratique au sein de la population, renforçant l'idée que la crise dépasse les clivages partisans traditionnels pour devenir un problème de fonctionnement global. Dans ce climat, la communication politique perd progressivement sa capacité à structurer la réalité. Les récits concurrents continuent d'exister, mais leur impact diminue à mesure que les faits procéduraux s'imposent. Les audiences, les décisions intermédiaires et les documents officiels deviennent les véritables points de référence. Cette évolution marque un déplacement du centre de gravité du débat public, de l'opinion vers la preuve, du discours vers l'archive. C'est un basculement silencieux, mais profondément transformateur. Cette transformation pose une question fondamentale pour l'avenir du leadership politique aux États-Unis. Peut-on encore bâtir une stratégie de pouvoir durable sur la contestation permanente des institutions, lorsque ces dernières démontrent leur capacité à se refermer autour de la procédure? La crise actuelle semble indiquer que cette voie atteint ses limites. Non pas parce que le conflit disparaît, mais parce qu'il change de terrain. Le champ symbolique cède la place au champ juridique, où les règles sont moins malléables. À ce moment précis, l'attention se tourne vers les échéances à venir. Les décisions attendues ne seront pas nécessairement spectaculaires, mais elles auront un effet structurant. Elles fixeront des précédents, redéfiniront les marges de tolérance institutionnelle et influenceront durablement la manière dont le pouvoir exécutif sera perçu et encadré à l'avenir. Ce qui se joue dépasse donc largement une conjoncture particulière. Il s'agit d'un réajustement profond de l'équilibre entre autorité politique et contraintes juridiques. Ainsi, la crise en cours agit comme un révélateur des tensions accumulées au fil des années entre efficacité politique et respect des normes. Elle oblige le système américain à trancher, non pas dans l'urgence émotionnelle, mais dans le cadre rigide de la procédure. Cette contrainte, longtemps dénoncée comme un frein, apparaît désormais comme la dernière ligne de défense contre une dérive durable. La suite dépendra de la capacité des institutions à maintenir ce cap sans céder à la pression, tout en préservant la légitimité démocratique indispensable à leur action. À mesure que l'horizon se rapproche des décisions formelles, une nouvelle réalité s'impose dans les cercles politiques et institutionnels. La notion même de contrôle du récit s'effrite. Pendant longtemps, la capacité à imposer une interprétation des faits suffisait à contenir les crises. Or, lorsque la procédure devient centrale, le récit cesse d'être souverain. Il est remplacé par une chronologie précise, des documents vérifiables et des responsabilités clairement identifiées.
Cette évolution réduit considérablement la marge de manœuvre des acteurs habitués à transformer chaque confrontation en bataille médiatique. Cette perte de contrôle narratif a des conséquences profondes sur la dynamique du pouvoir. Les figures politiques qui fondaient leur autorité sur la domination de l'espace symbolique se retrouvent désarmées face à un système qui ne réagit ni à la pression émotionnelle ni à l'intimidation verbale. La justice, lorsqu'elle entre dans cette phase méthodique, ne négocie pas avec l'opinion. Elle avance selon ses propres règles, indépendamment du niveau de bruit extérieur. Cette indifférence apparente constitue l'un des éléments les plus déstabilisants pour les structures de pouvoir personnalisées. Dans le même temps, le fonctionnement interne des partis politiques est profondément affecté. Les stratégies de long terme sont suspendues, remplacées par une gestion de crise permanente. Les responsables doivent arbitrer entre la fidélité à une figure dominante et la préservation de leur avenir politique. Ce dilemme fragilise la cohésion partisane et ouvre la voie à des fractures durables. Lorsque la perspective d'un coup juridique ou électoral devient trop élevée, la discipline collective se délite, souvent sans annonce formelle, par une série de retraits discrets et de repositionnements prudents. Sur le plan institutionnel, cette phase est également marquée par une coordination accrue entre différentes entités de contrôle. Lorsque plusieurs mécanismes s'activent simultanément, chacun renforce la légitimité de l'autre. Les décisions ne sont plus perçues comme isolées, mais comme les éléments d'un ensemble cohérent. Cette convergence accroît la solidité du processus et réduit la probabilité d'un retour en arrière. Elle renforce aussi l'idée que la crise a atteint un niveau systémique, justifiant une réponse globale plutôt que fragmentée. À l'échelle internationale, cette convergence est observée comme un indicateur de la capacité des États-Unis à gérer une crise interne complexe sans rupture brutale. Pour certains partenaires, elle constitue un signe rassurant de continuité institutionnelle. Pour d'autres, elle révèle la vulnérabilité d'un modèle politique confronté à ses propres contradictions. Dans les deux cas, elle influence les stratégies diplomatiques, les négociations commerciales et les choix sécuritaires. L'incertitude américaine devient une variable à intégrer, et non plus une anomalie passagère. Cette phase de la crise met également en lumière un paradoxe fondamental. Plus les institutions se montrent fermes et procédurales, plus elles sont accusées de rigidité ou de froideur. Pourtant, cette rigueur est précisément ce qui leur permet de traverser les tempêtes politiques. En refusant de céder à l'urgence émotionnelle, elles cherchent à préserver un cadre de décision stable. Cette posture, souvent incomprise dans l'instant, est pourtant essentielle pour éviter que chaque crise ne se transforme en précédent dangereux. À mesure que le processus avance, la temporalité politique se contracte. Les marges de négociation informelles se réduisent, les options s'épuisent. Ce rétrécissement du champ des possibles crée un sentiment d'inévitabilité qui pèse lourdement sur l'ensemble des acteurs. Certains tentent encore de retarder l'échéance, d'autres se préparent à l'après. Dans tous les cas, la conscience d'un point de non-retour se diffuse. La crise cesse d'être un événement et devient une transition. Cette transition est lourde de conséquences pour la perception du pouvoir aux États-Unis. Elle interroge la capacité d'un système à limiter un leadership lorsque celui-ci entre en conflit avec les règles qu'il est censé respecter. Elle pose aussi la question de la responsabilité collective. Jusqu'où un entourage politique peut-il suivre un leader sans partager les conséquences de ses choix? Ces interrogations, désormais centrales, redéfinissent les frontières de la loyauté politique. Ainsi, la séquence actuelle prépare le terrain de la phase suivante, celle où les décisions formelles produiront leurs effets politiques et symboliques. Ce moment ne sera pas nécessairement spectaculaire, mais il marquera une rupture durable. Les équilibres anciens ne pourront être restaurés à l'identique. Quelle que soit l'issue immédiate, le système politique américain sortira transformé de cette épreuve, avec des règles plus explicites, des lignes rouges plus visibles et une conscience accrue du coût réel de la transgression institutionnelle. La phase qui s'ouvre maintenant est celle où les conséquences politiques commencent à dépasser le cadre strictement juridique. Les décisions, même lorsqu'elles sont encore provisoires, produisent déjà des effets réels sur les rapports de force. Les acteurs ne réagissent plus à des hypothèses, mais à des signaux concrets. Cette évolution modifie profondément les calculs stratégiques, car elle oblige chacun à se positionner non plus sur une intention, mais sur une trajectoire désormais visible. Dans ce contexte, la question de la légitimité devient centrale. Elle ne se limite plus à la légalité formelle, mais s'étend à la capacité de gouverner, de représenter et de stabiliser. Lorsqu'un leader est fragilisé par un processus institutionnel lourd, même sans verdict définitif, sa légitimité politique entre dans une zone grise. Cette ambiguïté affaiblit son autorité, tant à l'intérieur de son camp qu'à l'extérieur. Les soutiens les plus pragmatiques commencent alors à distinguer la loyauté personnelle de l'intérêt stratégique. Cette distinction produit un phénomène bien connu dans les systèmes politiques en tension, la fragmentation silencieuse. Officiellement, les alliances tiennent encore. Officieusement, les réseaux se recomposent. Les discours deviennent plus prudents, les engagements plus conditionnels. Ce mouvement, souvent invisible pour le grand public, est pourtant déterminant. Il prépare les basculements futurs bien avant qu'ils ne soient annoncés publiquement. Les institutions, de leur côté, entrent dans une phase d'extrême vigilance. Conscientes de la portée historique de leurs décisions,
elle cherche à réduire au maximum les angles morts juridiques. Chaque étape est documentée, chaque justification soigneusement formulée. Cette lenteur apparente est en réalité une stratégie de solidité. Elle vise à rendre toute contestation ultérieure plus difficile, en s'appuyant sur une cohérence procédurale irréprochable. Sur le plan géopolitique, cette phase est interprétée comme un test de résilience démocratique. Les alliés traditionnels observent si le système américain est capable de gérer une crise de leadership sans glisser vers l'instabilité. Les puissances rivales, quant à elles, cherchent à identifier les failles exploitables, que ce soit dans la prise de décision, la cohésion sociale ou la crédibilité internationale. Cette double lecture transforme chaque développement interne en signal stratégique global. La communication officielle devient alors un exercice d'équilibriste. Il s'agit de rassurer sans minimiser, d'affirmer la continuité sans nier la gravité de la situation. Trop de fermeté alimente le récit de la persécution politique, trop de prudence nourrit le doute sur la capacité d'action. Cette tension permanente pèse sur l'exécutif, mais aussi sur l'ensemble de l'appareil institutionnel, contraint de parler d'une seule voix tout en respectant l'indépendance des pouvoirs. À mesure que cette dynamique s'installe, l'opinion publique évolue. La polarisation ne disparaît pas, mais elle change de nature. L'émotion immédiate cède progressivement la place à une forme de lassitude, puis à une attente de clarification. Cette fatigue politique est un facteur clé. Elle crée une demande de résolution, même coûteuse, plutôt qu'une prolongation indéfinie de l'incertitude. Ce glissement influence directement les choix des élites, sensibles à l'humeur générale. Dans ce climat, les scénarios autrefois jugés extrêmes deviennent discutables, voire envisageables. Les lignes rouges se déplacent. Ce qui semblait impensable quelques mois plus tôt est désormais analysé froidement dans les cercles de pouvoir. Cette normalisation de l'exception est l'un des marqueurs les plus significatifs d'une crise systémique. Elle révèle à quel point les cadres mentaux se sont déjà adaptés à l'idée d'un changement profond. Ainsi, la séquence actuelle ne se contente pas de préparer une issue. Elle redéfinit les paramètres mêmes de l'action politique. Elle oblige les acteurs à repenser leurs priorités, leurs alliances et leur conception du risque. Le système, mis sous tension maximale, révèle à la fois ses faiblesses et sa capacité d'adaptation. Cette ambivalence est au cœur de la transformation en cours. La prochaine et dernière partie portera sur la cristallisation finale de ces dynamiques et sur ce qu'elles annoncent pour l'équilibre futur du pouvoir américain, tant sur le plan interne qu'international. La phase finale est celle de la cristallisation. Les dynamiques observées jusque-là cessent d'être diffuses et prennent une forme tangible. Les décisions formelles, quelles qu'elles soient, n'agissent pas seulement comme un point d'arrêt, mais comme un révélateur. Elles rendent visibles des rapports de force déjà transformés et officialisent des évolutions qui, en réalité, ont commencé bien avant l'annonce publique. À ce stade, l'événement importe moins que la structure nouvelle qu'il consacre. Cette cristallisation redéfinit durablement la notion de pouvoir aux États-Unis. Le leadership n'apparaît plus comme une capacité à dominer l'espace médiatique ou à mobiliser une base émotionnelle, mais comme une aptitude à survivre à l'épreuve institutionnelle. Cette mutation est profonde. Elle marque un déplacement du centre de gravité politique, du charisme individuel vers la robustesse des règles. Même ceux qui contestent cette évolution sont contraints de la reconnaître implicitement, car elle conditionne désormais toute trajectoire crédible. Sur le plan interne, cette conclusion agit comme une ligne de partage. Une partie du système politique s'adapte, intégrant les nouvelles contraintes comme un cadre durable. Une autre reste enfermée dans une logique de confrontation permanente, au risque de s'isoler progressivement. Cette divergence ne se résout pas immédiatement, mais elle structure les cycles politiques à venir. Elle influence les recrutements, les discours, les alliances et la manière même de concevoir l'exercice du pouvoir. À l'international, l'effet est tout aussi significatif. Les partenaires et les rivaux des États-Unis ajustent leur stratégie en fonction de